Une ébauche du problème. Il faut ici aborder le terme de compétence. Être compétent dans une situation donnée, c'est pouvoir agir dans un sens particulier conduisant à un ensemble de situations voulues. L'on voit dans les compétences un verbe d'action qui lie un objet à une condition de réussite. La compétence est donc une pratique contextualisée. Essentiellement, voir l'apprentissage par la compétence, c'est se tenir à la moitié du niveau tactique de l'apprentissage. C'est un apprentissage où l'apprenant n'est pas là pour comprendre, il est là pour pratiquer, pour que, dans un ensemble de situations, il puisse agir avec une réponse technique et experte. Il va de soi, dans une telle dynamique, que l'apprenant ne doit pas avoir la moindre conceptualisation de la situation, appliquant le diagnostic et la technique d'un expert. L'apprenant ici est le prisonnier de sa compétence, ne pouvant s'adapter d'une façon générale, un jeu dangereux dans notre monde en constante évolution. C'est ici que le contre-apprentissage naît. L'apprenant et l'expert n'agissent pas dans les mêmes sphères de connaissances. L'expert est dans un monde de la modélisation et de la compréhension. En soi, il a déjà fortement entrepris son apprentissage. En effet, l'expert dispose d'un ensemble de connaissances et de pratiques dans son domaine, et même une compréhension, un modèle. Pour l'expert, les choses font sens. C'est ainsi qu'il oublie que pour le novice, apprenant, qui n'a ni modèle, ni connaissance et ni pratique, les choses ne font pas sens. Elles sont arbitraires, même cruelles. Que les contenus et les tâches peuvent être hostiles et insolites pour l'apprenant, surtout quand ces dernières sont prises par un expert pour qui tout fait sens. À cela, la solution choisie par le cadre institutionnel est simple et surtout une horreur toxique. Il s'agit de faire des projets. Même si l'apprenant ne dispose pas d'une vision d'ensemble, il doit créer des projets sur les 5 prochaines années. Cette demande est curieuse, surtout pour quelqu'un qui est noyé dans les pratiques, tâches et contenus qui ne font pas vraiment sens. Un tel effort ne peut s'entreprendre que si l'on a déjà accès à un seuil d'apprentissage stratégique, d'où l'importance de l'enseignement dans l'apprentissage. Sans une vue d'ensemble du monde et de sa place dedans, monter des projets, surtout dans un cadre long terme, peut avoir des conséquences catastrophiques. En faisant cela, on pousse les apprenants dans de graves erreurs d'ignorance. En soi, un choix dans l'ignorance peut conduire à des situations intolérables au long terme. Chômage, dépression. L'utilité d'un apprentissage, que ce soit les pratiques, les connaissances, même la compréhension et la modélisation du monde, reste contextuelle et relative. Je dois ici souligner que l'homme s'incarne par ses actions et que ces dernières sont restreintes par les connaissances et induites par comment ce dernier visualise et comprend le monde. L'apprentissage change comment l'individu agit, mais, mais c'est un processus long terme. En effet, sur le court terme, de nouvelles pratiques et connaissances peuvent être en conflit avec comment l'individu modélise le monde. Elles ne seront donc pas utilisées ni modélisées. Deux phénomènes sont liés à cela. Premièrement, la clarté et deuxièmement, l'intérêt de l'apprentissage ne doit pas être dans une sphère inconnue à l'apprenant. L'intérêt doit être dans les pratiques et les connaissances et pousser l'apprenant à remodéliser le monde dans sa tête, à comprendre ce qui se passe lors de la tâche et dans les contenus de cours. En outre, un apprentissage utile lie l'action et les contenus à des ensembles, les pratiques et les connaissances induisent à leur tour une certaine vision du monde, une compréhension des éléments au-delà de leur simple existence factuelle. Il en va de leur donner sens. Les deux barrières à cette entreprise sont énoncées ci-dessous. La mauvaise mise en place des processus et l'intérêt confus et faible au début de ces derniers. De ces dynamiques naissent ce que j'appelle le contre-apprentissage. Un apprentissage mal formé, surtout dû au fait que c'est un processus long, difficile et compliqué, peut avoir des effets négatifs au long terme.
C'est particulièrement clair dans le cas de l'anglais, qui est ma spécialité. Ici, cela résulte de ce que j'appelle un sérieux cas de contre-apprentissage. L'apprentissage de l'anglais serait selon moi sinistré. L'ancienne méthode, celle de nos parents, avait une base littéraire. En pratique, elle tournait autour de la traduction, de la compréhension écrite et une grande part de grammaire. L'avantage d'une telle méthode est que celle-ci permet, grâce à l'écrit, une forte compréhension du support ainsi qu'une certaine capacité d'écriture. Cependant, cette méthode avait une faiblesse évidente, l'absence de la pratique orale, autant sur le plan de la compréhension que celui de l'expression. En effet, au prix de la concession de l'oral anglais, il y a eu une génération formée dans les sphères de l'écriture et de la compréhension, des pratiques certes limitées mais existantes. Sur 10 ans, avec presque 1000 heures de travail en anglais, sans pratique orale, on n'en a pas besoin de se demander pourquoi il y a une génération d'individus qui se refusent à la pratique de l'oral anglais. Ainsi est née une sorte de mysticisme sur la pratique. Apprendre l'anglais ne pourrait se faire dans une salle de classe, en parlant avec d'autres apprenants. Il faudrait partir à l'étranger. Les langues étrangères, elles s'apprennent à l'étranger. Seuls les Français pensent ainsi. Partout dans le monde, les enfants apprennent plusieurs langues. Cependant, cela expose une des raisons de la faiblesse vis-à-vis de l'apprentissage de l'anglais, l'incapacité des parents et des générations antérieures à aider dans cet apprentissage. Face à cette crise, une nouvelle forme d'enseignement fut créée, où l'anglais ne serait plus expliqué, où les pratiques communicationnelles seraient mises à l'avant, dans un espace où, ironiquement, tout le monde pratique déjà une autre langue bien mieux, pouvant communiquer efficacement. De plus, c'est dans un environnement où les apparences et les hormones dominent, où l'on ne peut parler sans réprimande sociale de ses camarades ou réprimande scolaire des enseignants. Dans un nouveau champ d'apprentissage, surtout un champ d'apprentissage qui doit être mis en place, l'apprenant sera dans l'ignorance. En soi, les règles du jeu sont loin d'être limpides, les tâches seront impossibles et les contenus seront extraterrestres. Cependant, la posture actuelle de ne pas expliquer les règles, même les plus simples, se contentant de tourner autour des pratiques les plus basiques, ne faisant que des brimes d'explications de façon rare et réactive, n'offre pas vraiment de limpidité et de clarté à l'apprenant. Ce manque de clarté mettra l'apprenant en difficulté et lui fera faire des erreurs fréquentes. Des erreurs dans un cadre social qui les transforme dans la majorité des cas en humiliation, sans même permettre à l'apprenant de modéliser l'espace dans lequel il se trouve. Je dois dire ici que l'approche que je décris de laisser les gens dans l'ignorance est un affront immoral pour toute personne qui se dirait enseignant. Un problème encore plus grave à mon avis est le manque de contenu. Si comme moi, vous avez ouvert un livre scolaire d'anglais, le seul livre auquel la plupart des apprenants ont accès, du moins en anglais, vous verrez qu'il n'y a pas d'outils pour écrire. Même dans les livres de mathématiques, les théorèmes et formules sont écrites. En anglais, pour trouver toutes ces informations, il faut naviguer l'intégralité du livre, chose qu'un adulte qualifié, qui connaît bien le livre, pourrait faire, mais pas un apprenant. Je ne devrais pas avoir à dire cela. Le cerveau humain est très absorbant vis-à-vis des contenus, surtout chez les enfants et les adolescents. Cependant, dû à leur absence de modélisation du monde, ils résultent dans des aberrations imprévisibles. En effet, les connaissances prises et les pratiques maîtrisées via l'apprentissage sont souvent différentes que celles visées par l'enseignant, surtout chez les jeunes apprenants novices, d'où l'importance des outils et de l'approche. Un enseignement qui se résume à la réalisation de tâches et l'analyse de contenu n'offre pas un véritable apprentissage, pouvant avoir une absence de résultats ou des résultats imprévisibles, voire contre-productifs. En effet, la réalisation des tâches, sans les efforts intellectuels qui leur sont sous-jacents, limite l'individu à des pratiques aveuglées par l'ignorance. L'analyse seule des contenus ne conduit qu'à des connaissances sans aucune capacité à pratiquer, s'il y a la moindre connaissance bien sûr. Les yeux ouverts, mais les poings liés. Les deux ensemble résultent dans une expertise pratique et théorique dans un domaine, sans application générale. L'apprenant reste donc piégé dans un contexte. Sans modélisation, sans la compréhension, l'individu navigue dans l'océan,
sans charte ni compas. Le pouvoir des pratiques et connaissances est de savoir combien elles font partie du monde et combien les éléments du monde sont liés ensemble. À partir de cela, de se comprendre soi-même et le monde. Le cas typique de contre-apprentissage que l'on voit très souvent est celui des mathématiques. Les tâches, autant que les contenus, ont, dans une écrasante majorité des cas, le résultat d'un profond dégoût des apprenants. Comment peut-on dégoûter les apprenants des mathématiques dans les premières années du collège? Les mathématiques sont un sujet socle à bien d'autres sujets, presque une langue à part entière, vitale en sciences, en commerce et dans la vie de tous les jours. Nul outil n'est plus puissant que les mathématiques. Néanmoins, son utilité est liée à combien ce dernier est fluide pour l'individu. Seul un système toxique peut dégoûter d'une langue en seulement quelques années. Face à ce dégoût, la solution est de progressivement simplifier les tâches et les contenus ad nauseam, conduisant inévitablement à des apprenants qui ne maîtrisent aucune pratique ou connaissance. Les apprenants ne pouvant pas absorber les bribes qui leur sont présentées et n'ayant pas accès à d'autres connaissances, rentrent dans un monde d'ennui et de frustration. Contre-apprentissage dans le monde scolaire serait comparable à un parent qui punit son enfant en le battant parce qu'il s'est battu en cours, ou de tenter d'enseigner les échecs sans expliquer les règles et en criant quand il fait des erreurs. Dans les deux cas, l'humiliation et la pression seraient telles que l'enfant ne voudrait pas entreprendre l'apprentissage nécessaire à l'amélioration de sa personne. L'apprentissage doit, à chaque état du processus, avoir des paliers complets, une progression minimum, avec des règles claires et des implications stratégiques limpides, et ceci même pour l'apprenant. Je dirais qu'une connaissance et une pratique doivent être construites afin d'avoir une fonctionnalité minimum au plus vite. Si ce n'est pas le cas, elles seront beaucoup plus vulnérables à l'oubli. Pour que l'apprenant puisse cibler les bonnes parties des contenus, et puisse donc développer les connaissances qui lui seront utiles dans le cadre d'un sujet développé. L'on doit sortir des cadres de l'insignifiance et lier l'ensemble des connaissances, pour ne pas simplement faire des tâches inutiles, et ceci au plus tôt. Dès la maternelle, il faut mettre au clair les règles du jeu et exposer l'apprenant aux contenus les plus riches possibles. La clarté d'un apprentissage passe par ce que j'appelle conformité. Ceci est très clair lors des premiers apprentissages de comportements prosociaux en maternelle. Cet apprentissage de la verbalité et de la non-violence passe par la mise au standard d'un ensemble de comportements, n'est pas arbitraire, offrant parfois, pour certaines choses, une grande flexibilité et, dans d'autres cas, un choix unique. Ces pratiques et connaissances que nous offrons à nos enfants dès leur plus jeune âge ont des implications sur comment nous modélisons le monde et, en effet, n'ont rien d'arbitraire. Ce n'est pas un règlement intérieur de collège, écrit à la va-vite et ignoré de fond en comble ensuite. L'apprentissage est une suite de tests de conformité, et ces derniers ont un effet important sur l'individu. Cependant, ces tests ne doivent pas venir à l'encontre des pratiques, connaissances, modélisation et compréhension du monde. En effet, au-delà d'un certain seuil de conformité, cela devient contre-productif. En effet, la demande de calme et de silence rentre directement en conflit avec bien des techniques communicationnelles. Notamment, cela rentre en conflit avec le cours d'anglais, où les méthodes socio-constructivistes qui sont en vogue en ce moment supposent que les élèves doivent pouvoir parler en anglais durant le cours. De mettre le mot projet sur le travail scolaire ne pourra pas contrer l'ensemble de conformités qui ont été inculquées pendant des années. Nos problèmes peuvent être énumérés ainsi. L'apprentissage est superficiel, il se limite souvent au contenu et aux tâches, n'allant pas plus loin. La structure de l'apprentissage dénature les tâches et contenus aux yeux des apprenants. La pratique et la connaissance ne sont jamais abordées véritablement. Les apprenants n'ont pas l'occasion de s'y faire la main. Les demandes de conformité rentrent en conflit avec l'apprentissage, poussant les apprenants à des conflits cognitifs. Et finalement, il y a la compétition de l'apprentissage avec d'autres objectifs sociaux et ludiques. Parler d'investissement long terme et d'efforts à des enfants et des adolescents ne semble pas être une bonne idée. N'importe lequel de ces facteurs peut conduire au contre-apprentissage, allant du non-apprentissage du sujet enseigné au rejet en bloc du système et même de l'apprendre en général.
Le pire dans le contre-apprentissage est l'absence de sens pour ceux qui en sont victimes. Il est courant que les choses les plus simples de la vie soient opaques pour les apprenants qui en sont victimes. L'apprenant apprend, peu importe ce qui se passe. Toutefois, il n'apprendra pas forcément ce que l'enseignement ou le système veut, surtout en cas de contre-apprentissage.